C'est parti dans Vraie Version, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce magazine sur la RTNC de développement, un magazine qui parle de l'actualité politique, socio-économique ici en RDC. Aujourd'hui, nous avons posé nos valises ici chez Madame Marie-Josée Ifoku pour nous parler des questions d'actualité, pour évoquer le mois dédié à la femme, le mois de mars, et toutes ces questions qui vont faire la part belle dans cette émission. Avec elle, nous allons en débattre. Madame, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et comment se porte votre parti? Il est en très bonne santé, là. Il est en train de grandir petit à petit. Le Seigneur me fait grâce. Nous sommes installés quasiment dans 22 provinces déjà. Et peut-être 60 et quelques territoires. C'est la ENC, c'est ça? AENC, Alliance des élites pour un nouveau Congo. Vous êtes aussi fondatrice de l'ESBEL Ekoki Inatocha, c'est ça? Oui. Inatocha. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous un peu. En fin de compte, nous sommes dans le mois de mars, le mois que tout le monde a dédié à la femme. Et nous n'avons pas voulu fêter ou organiser cette journée-là de la manière dont c'est toujours fait au niveau international. Nous voulons prendre conscience de nos réalités sur terrain. Nous ne pouvons pas suivre toujours les thèmes au niveau international parce que nous n'avons pas la même histoire, même si le combat est quand même pour les femmes. Le combat est le même, c'est toujours donner la place à la femme. Mais nous avons voulu démontrer à la face du monde et aux Congolais, principalement, que nous ne pouvons pas parler de la parité tant que nos sœurs à l'est du pays sont en train de croupir dans la misère et de mourir et violer chaque jour. Alors, c'est comme ça que plusieurs femmes politiques, qui sont dans la politique, des femmes dans des ONG, nous avons décidé de nous mettre ensemble et de pousser ces cris forts et coquilles. Ça suffit. C'est vraiment ça. Et c'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble. Nous voulons organiser des marches, nous voulons, nous adresser aux organismes internationaux, nous adresser au monde entier, à toutes les populations du monde entier. Ça ne va pas au Congo. On ne peut pas parler de la parité tant que nos sœurs continuent à être violées et abusées. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis ensemble. On va entrer dans le fond, au cours de notre sujet, principalement notre thème lié à la journée internationale des droits des femmes. Mais avant d'avancer un peu plus loin, est-ce que vous avez une pensée pieuse par rapport à ce malheur qui vient de frapper l'Afrique et la République démocratique du Congo? Vous le savez, l'Afrique a perdu un de ses dignes fils, c'est la personne du président Magufuli, et le Congo et principalement le député national Henri Thomas Lokondo. Est-ce que vous avez un mot à adresser dans ce sens-là? C'est clair, surtout en partant d'abord de la mort du président tanzanien. L'Afrique a perdu un grand homme. Ça, c'est un véritable panafricain, un monsieur qui a démontré qu'en un mandat, on peut se donner les moyens de construire une nation. Et c'est le travail qu'il avait déjà commencé à battre dans son premier mandat. Et malheureusement, nous voyons une mort brusque. Ça nous blesse. Des fois, ça peut même nous décourager et nous poser des questions. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi cette mort-là? Oui. Henri Thomas Lokondo est un grand homme de l'Équateur pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et c'est aussi un grand homme qu'on a perdu. C'est un homme qui était libre dans son esprit. Même s'il était dans un système, même s'il était dans un regroupement, mais il se sentait libre de parler pour l'intérêt du peuple congolais. Et ça, pour moi, ce sont des modèles qui doivent aider à construire une nation. Nous devons nous battre pour une idéologie et pas pour des hommes. Et ce sont des hommes que je trouve qui sont battus pour une idéologie et non pour des êtres humains. Dans la foulée, pour toujours rester dans ces carcans-là, dans la foulée, en Tanzanie, il y a la présidente Samia Suluhu Hassan qui a pris le rêne pour continuer le mandat qu'avait commencé le président Magufuli jusqu'en 2025. Comprenez-vous un peu le leadership de cette dame-là qui peut prendre, booster un peu la Tanzanie un peu plus loin, pendant que nous sommes aussi dans le mois de mars? Et je me dis, c'est pas par hasard qu'elle est arrivée vice-présidente. Si elle était
vice-présidente, c'est qu'elle en a les capacités. Et je ne la connais pas personnellement, mais j'ose croire, elle était, comment dire, elle était l'adjointe d'un grand homme qui est Magufuli. Donc, j'ose croire sincèrement que c'est déjà un modèle pour elle. Et la Tanzanie, moi j'ai été en Tanzanie, j'ai vu que c'est un pays aussi où il y a un espoir, pour l'Afrique. Et donc cette dame-là qui a travaillé avec un tel grand président, c'est clair que pour moi il ne peut qu'avoir une continuité dans cette avancée qu'avait déjà lancé le président Magufuli. Et en plus, comme c'est une femme, moi je dis toujours que les femmes par nature déjà, et le fait d'être mère, nous facilite la tâche pour une gestion saine. On n'en voit pas trop, hein, des présidentes. On a vu avec Catherine Samba Panza en République centrafricaine, Madame Sirleaf au Libéria, et maintenant elle qui prend les commandes. Mais c'est aussi le monde entier, parce que des fois on pense seulement c'est l'Afrique. Oui. Le milieu politique est misogyne. C'est un milieu purement d'hommes, parce que les hommes adorent le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir souvent. Donc c'est quelque chose que nous voyons dans le monde entier. La France n'a jamais eu une présidente, la France. Oui. Donc c'est pour vous dire que c'est un combat qui est au niveau du monde entier, c'est pas seulement au niveau de l'Afrique. C'est à nous les femmes de le comprendre, c'est à nous les femmes d'être solidaires, c'est à nous les femmes de nous battre ensemble pour pouvoir nous imposer dans l'arène politique. Alors, prenons maintenant le thème dédié au mois de mars, parce que nous sommes en train de terminer le mois. Est-ce que, en parlant de leadership féminin dans ce monde futur qu'on veut égalitaire à l'ère de la Covid-19, est-ce que ça se matérialise, ou bien ce sont des thèmes 20 comme ça qu'on lance pour des journées internationales? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des grands thèmes qui deviennent un peu comme des slogans. Et nous, dans notre vision de l'ANC, du parti dont je suis présidente, nous voulons aller dans le concret. J'ai dit toujours que nous sommes nés un certain 1er juillet 1985, mais nous sommes nés d'une manière superficielle. On nous a dit État indépendant du Congo, mais en réalité, nous étions une entreprise privée léopoldienne. Et c'est cet état d'esprit qui se perpétue jusqu'aujourd'hui. Donc le monde est fait souvent de slogans. Moi, je suis en train de relire un peu le protocole de Maputo, et je vois toutes les lois qui sont dedans, mais la femme est totalement protégée. Donc vous voyez, c'est encore des slogans. Comment on peut avoir de telles lois, des belles lois pour la femme, mais en réalité, est-ce que nous le vivons? Pas du tout. Et c'est la même chose pour ces thèmes-là. Ce sont des grands thèmes, des beaux thèmes. Mais dans le concret, on ne le voit pas. Là, j'ai été à l'extrême, j'ai parlé du viol comme machine de guerre vis-à-vis de la femme. Mais de manière générale, vous allez dans nos provinces aussi, la femme n'a pas sa place. La femme n'a même pas le droit qui est tout simplement fondamental pour tout être humain, vivre, respirer. Elle ne l'a pas. Elle est quasiment comme un sous-homme. Alors pourquoi ces droits-là, les respects des droits des femmes, selon vous, n'est pas respectés? Pourquoi? On voit il y a un écart vraiment très criant entre les faits et la réalité sur le terrain. Prenons le contexte de la RDC avant de prendre un peu parler des sous d'autres cieux. Bon, selon nous, c'est que le constat que nous avons fait, il y a un adage qui dit la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et là, c'est une liberté qui nous a été donnée. Ce sont des lois qui viennent d'ailleurs, et l'Union africaine a adopté ces lois-là, et automatiquement, nous qui sommes membres de cette Union africaine, nous devons aussi adopter ces lois. Mais ce ne sont pas des lois sur lesquelles nous avons travaillé, des lois où les femmes se sont battues pour pouvoir les avoir. C'est comme un don, comme un cadeau. Et je vous ai dit tout à l'heure, la liberté ne se donne pas, elle doit s'arracher. Donc quelque chose qui n'a pas été un combat pour nous, nous ne sommes même pas conscients que, allons-y, regardez, parlons de la parité au niveau du gouvernement, de la gestion de la chose publique. C'est dans nos lois, c'est dans l'article 14 de la Constitution qui protège déjà la femme à ce niveau-là. Et il y a même une loi existante aussi qui devrait nous permettre de créer des structures pour positionner la femme dans toutes les institutions publiques. Mais est-ce que vous le constatez? C'est une loi, ce n'est pas un cadeau.
c'est une loi, mais en réalité, lorsque vous voyez ce qui se passe au niveau de notre pays, pour les femmes, si on nous donne déjà 30%, on va être content. Alors que nous devons l'exiger. Surtout qu'on a déjà, comment dire, des instruments juridiques qui nous permettent d'exiger ce droit-là. C'est un droit. C'est un droit, mais dans la réalité, on constate que les femmes ont peur de s'engager. Il y a beaucoup de plaidoyers il y a beaucoup de plaidoyers qui sont faits dans ce sens-là, dans une logique d'arriver à cette parité 50-50, mais elles-mêmes, les femmes ne s'engagent-elles pas? On ne doit pas... Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Non, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est ça que je vous dis. Puisque c'est comme c'était un don, on ne s'est pas battu pour ça. Mais moi, je voudrais justement sensibiliser mes consoeurs pour qu'on comprenne. C'est une opportunité pour nous, puisqu'on n'a plus besoin de mener le combat pour que ça devienne des lois. C'est déjà des lois. Maintenant, le combat qu'on doit mener, c'est nous imposer dans l'arène politique ou dans la gestion de la chose publique, puisque la loi est là, elle nous protège. Donc, nous pouvons faire ce travail-là, mais nous devons le faire dans l'unité, dans la solidarité féminine. C'est la seule manière d'y arriver. On dit aussi que vous êtes aussi éparpillés, vous ne vous soutenez pas souvent. Vous êtes aussi éparpillés, vous agissez en électrons libres. Qu'est-ce qui ne va pas? Malheureusement, parce qu'en général, la plupart des femmes qui sont en politique sont instrumentalisées et sont dans des partis politiques où il y a un homme qui est à la tête de ces partis politiques-là. Donc elle a toujours besoin du mot d'ordre de l'autorité morale. Et donc du coup, ça devient un peu compliqué de se mettre ensemble pour mener ces débats-là. C'est pourquoi nous encourageons les femmes à avoir leur parti politique. Que les femmes soient présidentes. Je sais que ce n'est pas facile, mais on doit aller vers ça. C'est le seul moyen pour les femmes d'avoir cette liberté-là, de pouvoir nous asseoir ensemble et de discuter pour des intérêts communs. Parlez-nous un peu de votre expérience quand vous avez posé la candidature à l'élection présidentielle en 2018. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a mis au devant de la scène pour tenter un peu ce coup-là? Je vais aller directement pour vous dire, d'abord ça part de ma foi. Tout simplement, ça part de ma foi. Je regardais un peu la scène politique. Je suis une chrétienne assez engagée. Et je dis toujours, je parle toujours de Jean 3,16 et 1 Jean 3,16. Jean 3,16, le Seigneur a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. 1 Jean 3,16 dit, vous comme Christ, nous devons aussi donner nos vies pour les autres. Et c'est quelque chose qui me dérangeait comme une charge régulièrement. Et dans ce que je faisais dans la vente de l'automobile, j'ai eu à côtoyer beaucoup de nos dirigeants. J'ai eu à avoir des discussions avec eux et ils n'arrivaient pas à me convaincre. J'ai vu en eux qu'il n'y avait pas le souci de prendre leurs responsabilités en tant que dirigeant. C'est une première en RDC voir une dame postulée comme candidate présidente. Non, il y en a eu en 2006. Bon, je ne sais pas si elles ont été jusqu'au bout, mais il y en a eu quand même en 2006. Mais voilà, donc en côtoyant ces politiciens-là, j'ai jamais senti le souci du peuple. Et donc je me suis dit, mais donc ces gens ne comprennent pas qu'ils sont dirigeants pour aller trouver des solutions pour le peuple. Mais ils pensent que devenir dirigeant, c'est pouvoir jouir du titre et du pouvoir, mais ils oublient la responsabilité. C'est ça qui est le plus important en tant qu'homme politique. Et c'est ça que je ressentais. Et donc, du fond de mon cœur, je me suis dit, mais pourquoi nous, les chrétiens, on n'ose pas entrer en politique, alors que c'est ça la mission même d'un chrétien. Pour moi, la politique, c'est un apostolat. C'est un espace où on s'oublie pour l'intérêt des autres. C'est ça aussi la vie chrétienne. Christ s'est oublié pour nous. Alors je me suis dit, nous les chrétiens, on doit prendre le courage d'entrer en politique pour apporter le changement. Pour que la politique se fasse autrement, qu'elle se fasse véritablement. C'est l'oubli de soi pour l'intérêt de tous. Et c'est comme ça, je me suis dit, j'ai été gouverneur, j'avais été posé ma candidature à l'époque à la Tchapa en 2015. J'ai été gouverneur. D'abord commissaire spécial? Commissaire spécial, j'avais d'abord posé ma candidature. Oui. Et c'est en posant ma candidature qu'il n'y a pas eu élection qu'on est venu me coopter par le pouvoir de l'époque. Oui. J'ai accepté de vivre cette expérience-là que je n'ai pas trouvée... Ça a été une très belle expérience ou bien vous avez... Une belle expérience parce que ça m'a permis de découvrir la réalité, qu'on n'a pas d'État. Oui. Qu'on arrête de rêver, il n'y a pas d'État. Il n'y en a pas. Tout ça, c'est encore superficiel. Alors, dites-nous, c'est quoi l'État selon vous? Parce que vous dites qu'il n'y a pas d'État. L'État, c'est quoi l'État selon vous? Oui, mais... Qu'entendez-vous par l'État?
Par l'État d'abord, comme je dis... Parce que toutes les structures sont là, les pouvoirs est là, et nous avons un territoire, nous avons une population, et les pouvoirs est organisé. Superficiel, tout est superficiel. L'État que nous avons aujourd'hui vient de ce que je vous ai expliqué depuis que nous sommes nés, un État depuis le 1er juillet 1985. C'est un État qui est superficiel, c'est un slogan. Il y a des institutions, il y a une Assemblée nationale, il y a la présidence, il y a le gouvernement, il y a la justice. Mais tout est resté superficiel parce que ça vient de notre histoire, c'est ça que je vous dis. On utilise des mots, des grands mots, mais dans le fond, il n'y a rien. Les députés, est-ce qu'ils comprennent leur raison d'être? Non, les députés sont là pour voter des lois. C'est comme, admettons que quand on n'avait pas d'État, quand vous vivez entre un clan, il se pose des problèmes, la famille se réunit pour trouver des solutions. C'est ce qu'on appelle, il y a des équilats, donc il y a des interdits, à cause de problèmes qui sont nés. Et donc nous devons trouver des solutions pour tout le monde. C'est un peu ça l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est pour adopter des lois, mais il doit adopter des lois par rapport à la vie quotidienne du peuple congolais. Mais ce n'est pas ça, ils adoptent des lois qui viennent d'ailleurs. Vous-même, vous voyez qu'on ne les applique pas, chacun fait ce qu'il veut, il est libre. Donc les députés ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils sont là pour quelle raison? C'est là le véritable... Revenons sur votre expérience au niveau de au niveau de... Et quand je vais à l'intérieur du pays, je vois que l'État veut dire tracasserie pour le peuple. L'État ne comprend pas, je veux dire, ceux qui animent l'État ne comprennent pas qu'ils sont là pour servir le peuple. Mais j'ai juste compris que tous étaient là pour emmerder, excusez-moi le mot, le peuple congolais. Et je n'en revenais pas. Et tout le monde trouvait ça normal. Pour finir, même le peuple qui était victime trouvait ça normal. Donc c'est pour ça que je vous dis, nous dans notre vision, nous disons la rupture du système, notre vision, c'est la rupture du système de prédation par la combolisation. Oui. Pour la renaissance. Non, c'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Donc, pour finir, même tous les Congolais, il n'y a pas que les dirigeants, tous les Congolais sont devenus des prédateurs. Ils sont là pour empêcher un citoyen normal de pouvoir jouir pleinement de la vie. Même le Congolais lui-même. Tout le monde parle peuple, mais quand il arrive au niveau du sommet, là, c'est tout le contraire. Hein, ce sont des intérêts personnels. C'est pour ça que je dis, n'allez pas seulement au sommet. Oui. Même monsieur, madame, tout le monde est devenu un frein pour l'autre Congolais. Donc c'est ancré en nous. C'est pour ça que nous utilisons ce balai-là. Vous vous promenez partout avec votre balai, la logique, le concept de la combolisation. Expliquez-nous, expliquez au peuple congolais, ça veut dire quoi? Ce balai-ci vient toujours de ma vision chrétienne. En réalité, c'est ça, c'est la nouvelle... Vous êtes une fervente chrétienne, hein? Mais non, mais engagée totalement. Pour moi, la solution de la renaissance du Congo passe par là. Parce que de nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Le combat est tellement rude, puisqu'il n'est pas seulement au niveau des Congolais. Le combat qu'on voit entre Congolais, là, qui se tapent dessus pour rien du tout, alors qu'on a une richesse extraordinaire, c'est dommage. Mais le combat est ailleurs. Nous sommes un pays d'enjeux extraordinaires. Nous sommes un pays d'enjeux de sécurité mondiale et d'insécurité mondiale à cause des richesses que nous avons. Et c'est dommage de voir nos dirigeants se taper dessus pour 4 milliards ou 5 milliards ou 10 milliards de budget. C'est ridicule. Nous devons être un pays de 800 milliards de budget. Je ne sais pas, mais je trouve ça incroyable de ne pas réaliser qui nous sommes par rapport à notre richesse. Donc nous sommes un pays de gros enjeux, et personne ne va nous laisser tranquille. C'est pour ça que c'est important que les gens le comprennent. La combolisation, là, c'est ça la nouvelle pensée du peuple congolais pour moi. Parce que le premier point, c'est une nouvelle naissance. Donc c'est un nettoyage personnel. Moi, j'ai pris conscience du problème congolais. Je dis, il faut que je commence à faire ce travail. Balayez d'abord dans votre propre cours. Hein? Exactement. En moi, à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Et ensuite, je vais balayer, enfin sensibiliser, conscientiser les autres à faire le même travail que je suis en train de faire. C'est ça le deuxième point. Le troisième point, c'est l'unité dans la diversité. Vous envoyez ces tiges, ça représente tous les Congolais. Mais nous devons être unis pour être forts. Mais unis en trouvant comme base les textes légaux. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'avoir des lois qui tiennent compte de qui nous étions et de ce que nous sommes devenus aujourd'hui et où nous voulons aller. Donc, le troisième point qui est l'unité dans la diversité, mais reposer sur nos textes légaux. Est-ce que tout ce que vous dites là, oui, est-ce que on vous capte? Est-ce que vous obtenez un peu de feedback par rapport à tout ce que vous développez au niveau de la sécurité? Vous parlez de Ekoki Inatosha et la combolisation, tous vos concepts là, est-ce que ça converge vers un but précis? Mais est-ce que ça convainc vraiment la population, tous ceux qui vous suivent? Quelques-uns, ceux qui sont sensibles, qui ne cherchent pas le buzz. On est habitué à du buzz. Vous voyez, notre politique, c'est chaque fois il y a un scandale, chaque fois il y a un souci, il n'y a jamais de paix, il n'y a pas de repos.
Mais il y a quelques personnes qui arrivent à me suivre et qui me comprennent parce que quand je les rencontre, ils m'en parlent. Donc ça commence à entrer. Vous savez, ce dont je parle, c'est de la profondeur. Je ne parle pas d'une vision superficielle. C'est ça mon combat. Mon combat est dans la profondeur. Donc nous ne pouvons pas nous contenter d'aller dans la superficialité parce que le Congo est un pays qui a une mission messianique, je peux me permettre de le dire. Mais si le Congolais lui-même ne le comprend pas, c'est ça le vrai problème. Donc nous avons besoin d'aller vers la renaissance du Congo. Donc, il faut donc des hommes nouveaux pour la gestion d'une nouvelle république. Donc ce dont je parle est tellement profond. Les Congolais sont habitués à donc ils sont habitués à ça et ne comprennent pas qu'on doit s'arrêter à un moment donné. On doit briser le Congo tel qu'il est là. Parce qu'il n'est pas réel, il est déjà en lambeaux. Nous devons aller vers une nouvelle république avec de nouveaux hommes. C'est là la congolaisation. Alors, Madame Ifoku, vous avez été reçu par le président lors de consultations, l'année dernière. Vous avez échangé avec le président. Vous lui avez dit quoi? Mais je lui ai parlé de la congolaisation. J'ai fait le rapprochement entre sa propre vision, il parle souvent de la refondation de l'État. Le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord et la refondation de l'État et l'État des droits. Et je l'ai dit, l'État de droit, tout ça. J'ai dit, on ne peut pas aller vers un État des droits sans qu'on aille vers une nouvelle république. Ou sinon, ça serait... le mot que j'utilise souvent, c'est du rafistolage. Tu vois, quand un habit est déchiré, tu essaies un peu de recoudre, mais c'est pas beau. J'ai dit, il faut qu'on prenne le courage de détruire le Congo. Est-ce qu'il a été réceptif par rapport à vos initiatives, par rapport à vos idées? Moi, je pense que le président est très réceptif. Et je le dis toujours, c'est vraiment pas pour le flatter, qui est là en ce moment, est une opportunité pour le Congo. Parce que c'est un président qui ne vient pas avec des armes. C'est un président qui ne vient pas pour nous faire du tort. Et donc, il a besoin de l'adhésion de tous dans cette vision-là, bien sûr. Et regardez vous-même tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, il y a eu cette coalition-là avec le FCC. Et il a bien vu que ça ne profite pas au peuple congolais. C'est qui est dans notre point de la congolaisation, c'est au point 5, je crois. Ça ne profite pas au peuple congolais et il s'en est défait. Mais il a créé l'Union sacrée pour la nation. Mais je ne sais pas si les gens réalisent ou même... Quel contenu donnez-vous à cette vie? Les gens réalisent qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas eu le sang qui a coulé. Il n'y a pas eu d'armes. On n'a rien entendu. Tout simplement, il est en train de se défaire d'un groupe de gens qui n'avaient pas compris comment gérer un État. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. C'est ça que nous regardons aujourd'hui. Donc, l'Union sacrée pour la nation, pour nous, c'est une occasion pour aller justement aller vers la renaissance. Si je peux me permettre d'entrer dans l'actualité directement, moi, je dirais au Premier ministre, justement, de ne pas tenir compte du poids... Avant d'y arriver, mais on dit que l'Union sacrée est en train de battre de l'aile. Voilà tout. Je vais donner un conseil. Oui, mais allez-y. C'est ça que je vais donner un conseil. Pour qu'il ne puisse pas battre de l'aile, d'abord, c'est le leadership du président qui doit jouer un rôle. Et bien sûr, aujourd'hui, le Premier ministre. Et pour que ça puisse marcher, il ne faut pas qu'il tienne compte de ce fameux poids politique au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que tout ça est faussé. Il faut que le président prenne le courage, ou le Premier ministre plutôt, qu'il prenne le courage de dire plutôt 50% doit venir justement de ce fameux poids politique. Mais les autres 50% doivent être l'image de l'Union sacrée pour la nation. Le président a eu à consulter le peuple congolais en entier. Et à travers cela, c'est ça qu'on doit revoir dans le gouvernement. Pas le poids politique des députés, mais voir tout le peuple congolais dans ce gouvernement-là. C'est pour ça que moi je dis qu'ils prennent 50% du poids politique, comme ils le disent, à travers les députés nationaux, et 50% viennent des consultations. Tout le monde a été aux consultations. Alors qu'ils tiennent compte de cela. Et bien sûr aussi, ça serait extraordinaire qu'il y ait 50% des femmes dans ce gouvernement-là. C'est comme si les taux se resserrent autour du président. Les transfuges du FCC, le MLC, l'ensemble de Katumbi. C'est comme si on a pris le président en otage. Regardez, jusqu'à présent, on n'arrive pas à sortir le gouvernement. À vous entendre parler, c'est comme s'il y a un blocage quelque part. Non, moi je pense pas que, selon moi, je vous dis bien selon moi, je pense tout simplement, le peuple est en train de suivre et de regarder. Le peuple fait partie de l'Union sacrée. Il ne faut pas que l'Union sacrée pour la nation soit une affaire des politiciens. C'est ça le problème. Nous connaissons, c'est les politiciens. Je vous en ai parlé depuis pourquoi je suis entré en politique, à cause de ces politiciens-là. Donc, l'Union sacrée pour la nation ne peut pas être une affaire des politiciens. Ça doit être une affaire de tous les Congolais. On a bien dit de la nation, pour la nation.
Donc il ne s'agit pas des politiciens seulement. C'est pour ça que je vous dis que le Premier ministre prenne le courage de tenir compte du poids politique, leur fameux poids politique, 50% seulement. Et les autres 50% qu'il impose, les autres, enfin des ministres qui doivent venir du peuple congolais. Et là, il pourra réussir son gouvernement. Selon nous, c'est vers ça qu'on doit aller. Et la réalité, même dans ce gouvernement-là, nous devons retourner au B.A.B.A. Le développement, comment voulez-vous parler de développement? Vous êtes là chez moi, il n'y a pas de courant. J'ai pas de courant. L'eau, de fois, on va aller puiser de l'eau à l'extérieur. Et de comment pouvons-nous parler de développement? C'est n'importe quoi. Comment voulez-vous qu'on parle de développement lorsque nos sœurs sont violées chaque jour à l'est du pays? Donc, il y a une réalité qui est là. Il va falloir qu'on prenne le courage à deux mains, qu'on s'assoie, qu'on stoppe tout, mais pas dans le but du partage du gâteau, mais dans le but d'aller construire une nouvelle nation. Moi, c'est ça. Ce sont des décisions courageuses qui doivent être prises pour l'union sacrée de la nation. Des décisions courageuses. Il y a même votre nom qui était cité, pressenti comme Premier ministre, Madame Marie-Josée Foucault. Je ne sais pas, c'était des rumeurs ou bien c'était... on vous avait bel et bien contacté pour devenir... je pense que vous avez suivi. C'est ça que j'ai dit, non, le peuple congolais, nous sommes habitués au buzz. Oui. Et il n'y avait pas eu que mon nom. Il y a eu Moïse Katumbi est pressenti Premier ministre, Bati Lukwebe est pressenti Premier ministre, Jean-Pierre Bemba est pressenti. On a entendu tout ça, même Sam Lukonde était pressenti Premier ministre. Mais moi, j'étais la seule femme dont le nom est sorti pressenti. Mais vous avez vu l'engouement au sein de la population. Donc la population veut voir autre chose. Je ne parle pas pour Marie-Josée Foucault. Je dis seulement qu'on sent que la population est plus prête que les politiciens. La population veut un changement. La population est prête à changer. La population veut autre chose. Mais ils attendent tout des leaders. On parle du gouvernement des Warriors. Vous pensez que ça pourra changer quelque chose avec le gouvernement qui est en gestation? On parle du gouvernement des Warriors. Le gouvernement de Warriors, selon vous, des guerriers, vous pensez que ça pourra changer? Il y aura cassure entre le gouvernement Ilunkamba et celui qui sera piloté par Sama Lukonde? Moi, je vous ai dit tout à l'heure, Sama Lukonde m'a l'air d'avoir de la personnalité. Vous voyez, et a l'air de savoir ce qu'il veut. D'ailleurs, je crois que c'est la raison pour laquelle le gouvernement traîne. Si c'était un monsieur qui n'avait pas une forte personnalité, je pense qu'on aurait déjà sorti un gouvernement, peut-être pas comme lui le voudrait. Donc, on sent quand même qu'il a une certaine personnalité. Donc, c'est très important qu'on ait une personne qui a cette personnalité-là. Et je vous ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus, de quelle manière il faudrait construire ce gouvernement-là. Mais seulement tenir compte de poids politique, là on sera dans l'erreur totalement. On risque de passer à côté. C'est vraiment important. Mieux vaut prendre un peu de temps, mais s'assurer qu'on ait un gouvernement qui va nous aider à aller vers la renaissance de la République démocratique du Congo, que de faire un gouvernement pour satisfaire tout simplement les desiderata des politiciens. Alors, on est en train de terminer cette émission, madame. Il y a quelques jours, il y a ouverture au niveau des deux chambres du Parlement, le Sénat tout comme l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, la session ordinaire du mois de mars. Il y a beaucoup de questions qui ont été mises en avant, principalement la question des réformes, parce qu'il y a 2023 qui arrive, il y a au niveau de la CENI, on veut changer des têtes. Nanga partir et prendre de nouvelles figures pour piloter cette institution. Quelle est votre position par rapport à tout cela? C'est tout à fait normal que Nanga doit partir, il doit avoir des nouveaux... il y a un nouveau mandat. Donc cela va de soi, il n'y a pas... c'est pas lui qui est censé continuer au niveau de la tête de la CENI. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs propositions de réformes. Il faut qu'on aille vers ces réformes-là, puisque telle qu'elle est là, la CENI, elle ne profite pas au peuple congolais. Et je ne comprends pas très bien pourquoi les partis politiques doivent se trouver dans la CENI. La CENI doit être neutre. La CENI a été mise en place pour nous aider à aller vers des élections crédibles. Mais avoir les partis politiques au sein de la CENI nous pose déjà un problème. Voulez-vous qu'on commence par les réformes ou bien la désignation après, des acteurs après, ou bien on désigne et puis les réformes après? En réalité, on devrait aller vers des réformes. Mais comme ça risque de prendre encore du temps, vous connaissez le Congo, non? Tout est tiré en élastique. Ça devait déjà être fait il y a quasiment plus d'une année, mais vous voyez, ce n'est toujours pas fait. Donc, si on va par bon sens, il faudrait qu'on commence d'abord par les réformes et ensuite, alors on peut désigner le nouveau président de la CENI. Koki Inatosha, ça suffit. Dixit, Madame Marie-Josée
Ifoku. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Merci pour cette très belle interview autour de l'actualité. Merci à vous. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur ce magazine Vraie Version qui avait reçu pour vous Madame Marie-Josée Ifoku, présidente de l'ASBEL Ekoki Inatosha, avec elle nous avons passé en revue l'actualité politique de l'heure et principalement la question liée aux femmes. Et quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve pour la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.